Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce 12e numéro de C'est dans la presse, le magazine d'infos sur l'actu des médias. Ce soir, 3 nouveaux invités, comme d'habitude. Alors, André-Jean Vidal, rédacteur en chef adjoint de France Antilles et surtout de TV Magazine. Daniel Dumurier, directeur de cabinet du Conseil général, mais aussi ancien journaliste à Canal 10 et même au lycée, d'après ce que je viens d'apprendre. Et Stéphie Lasserre, comme d'habitude, étudiante de BTS Communication de 2e année. Bonsoir. Et on retrouvera tout à l'heure, puisque c'est la première chroniqueuse, Florence, qui fera la revue de presse au milieu de l'émission. Bien, l'émission ce soir va tourner beaucoup autour des médias, puisque André-Jean Vidal est depuis plus d'une vingtaine d'années, je crois, journaliste à France Antilles. Il a d'abord été pendant longtemps correspondant à Bastère, c'est bien ça? J'étais journaliste à Bastère, ensuite je suis monté à Prit-à-Pit. Et Daniel Dumurier, qui était journaliste ici et qui a dirigé, non pas une rédaction, mais au moins un service de communication particulièrement difficile en période électorale. Alors, on va commencer par Jean Vidal. Jean Vidal, rebonsoir. France Antilles se porte comment en ce moment? La presse papier. France Antilles fait avec, puisque nous savons. Prenez votre micro, c'est mieux, avec le micro. Nous savons très bien qu'il y a une crise économique et nous ne sommes pas indemnes dans ce type d'événement. Donc, mais nous faisons avec. Alors, avec des équipes qui sont rompues à apporter l'information et à changer au fil de ce qui se passe, quoi. Est-ce que la nouvelle formule a boosté le lectorat ou au contraire il y a plus de bouillon? Non, la nouvelle formule, donc nous sommes passés d'un grand format à un format tabloïd. Ça a boosté, ça a plu en tout cas à nos lecteurs, puisque nous avons des retours positifs. Puisqu'il y a, vous avez dû remarquer qu'il y a plus de pages, il y a plus d'informations, absolument plus dynamique, présentées d'une autre façon, plus dynamique, et il y a en plus de rubriques. Oui. Et ça économise le papier. À peine. Bien. Daniel Dumurier, rebonsoir. Vous avez été journaliste ici, alors donc vous connaissez un peu la maison. Mais je disais tout à l'heure que vous dirigez non pas une rédaction, mais un service de communication. Vous-même, vous avez été responsable de communication dans une institution de conseil général. C'est difficile d'être journaliste et puis après de passer de l'autre côté? Je pense que ça... Est-ce que c'est vraiment l'autre côté? Quand on est journaliste, on le reste peut-être un peu toute sa vie. Toute sa vie. On dit parfois que c'est le plus important. On est journaliste? Est-ce qu'on le naît NAIT? Je ne sais pas. On est curieux de la vie, sûrement. Une curiosité intellectuelle qui pousse effectivement à s'intéresser à tout, à toucher à tout. Journaliste dans plusieurs médias. Je me rappelle même avoir sévi sous les ordres de certains d'Annick Andronis dans une radio qui s'appelait Radio Guadeloupe Poissy-Indies à l'époque. D'accord. Ça ne nous rajeunit pas. Vraiment pas. Et donc, non, on passe vraiment d'un lot à l'autre sans grande difficulté, d'autant plus qu'on a une meilleure appréhension des sujets, de la façon dont ils sont traités par les médias, et puis aussi on tisse un réseau qui peut être utile également dans la pratique de la gestion de la communication d'une collectivité ensuite. Même si, dans ce que je fais actuellement, c'est au-delà de la communication, parce que je dirige un cabinet, donc il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux de communication, mais il est vrai que la politique moderne est communication avant tout, quelque part. Et la communication politique, on en parlera tout à l'heure, c'est difficile dans une collectivité telle que la vôtre, Conseil général en Guadeloupe aujourd'hui, au regard du microcosme de la presse guadeloupéenne? Rien n'est jamais facile, c'est pas plus difficile qu'ailleurs, je pense, mais c'est évident que ça a des contraintes, ça demande beaucoup d'attention, d'application, et puis c'est surtout pas un travail que je fais tout seul. Il y a une équipe qui m'entoure, une adjointe, des collaborateurs, des agents qui font un travail formidable au quotidien et qui nous aident justement à accomplir cette mission. Donc c'est un travail difficile, prenant, mais qui est vraiment intéressant au quotidien en tout cas. Alors on revient à André-Jean Vidal, puisque j'ai dit qu'il était à France Antilles, mais il est aussi surtout à TV Magazine qui a beaucoup mué en quelques années. Tout à fait, TV Magazine qui est passé donc d'un format, on faisait un format tabloïd à l'intérieur du quotidien grand format, et nous sommes passés il y a 15 ans à un format plus agréable. Alors, tout à l'heure, je disais en off, il y a environ une quinzaine d'années, nous n'avions que 4 chaînes de télévision, même 2 chaînes de télévision. On est passé pratiquement à une soixantaine. Tout à et fait. aujourd'hui, c'est la TNT. Alors, comment vous arrivez à gérer tout ça
en gardant le même format et avec une équipe peut-être plus réduite ou plus forte Une équipe qui est sensiblement la même, mais une autre façon de travailler, puisque nous avons tout changé il y a 4 mois en profitant donc du passage à la TNT et puis de la fin des grandes vacances pour faire une nouvelle formule Télé Magazine que vous avez dû voir et qui a donné plus d'impact à tout ce qui est actualité télévisée. C'est-à-dire qu'autrefois nous faisions 1 ou 2 articles sur les différents films et les différentes émissions, et moi j'ai souhaité, quand on m'a donné cette responsabilité, qu'il y ait plus d'actualité locale. Moi, savoir ce qui se passe sur France 2, c'est bien, mais ce qui se passe sur les chaînes locales, c'est mieux, puisque nous sommes dans un pays, il se passe des choses dans les chaînes, dans les radios aussi, puisque nous ne négligeons pas les radios, et donc ça se traduit par de nouvelles rubriques, comme Média Pays qui recouvre, c'est une page, chaque semaine, qui recouvre donc toute l'actualité locale télévisée, mais ce qui se passe à l'intérieur des chaînes, c'est pas tellement c'est pas tellement des émissions, sauf si ce sont des émissions qui sont réalisées, produites sur place, et c'est surtout toute la vie des télés, des radios, et puis bien sûr des journaux. Oui. Alors TV Mag a la particularité, c'est d'être à la fois un journal de télévision et un journal de loisirs. Un journal culturel aussi, puisque nous avons des pages agenda qui sont de plus en plus renforcées d'ailleurs, de façon à donner un maximum d'informations. Bon, il n'y a plus le Centre des Arts, on perd petit à petit des partenaires, mais ceux qui sont là sont toujours très actifs et nous les aidons, je pense, en donnant leur actualité chaque semaine. Et en plus, vous avez une autre particularité, ce sont les suppléments. Alors je vois sur la table, il y a une flopée, je ne sais pas si on aura le temps de tous les présenter, mais ça en fait beaucoup par an. Ça en fait beaucoup, ça en fait, avec le Télé Magazine, ça en fait un peu plus de 70 par an et qui recouvre tous les domaines, puisque nous avons un spécial habitat, un spécial cyclone qui est très prisé. Nous avons donc un vacances au pays qui est assez nouveau et nous avons insisté pour que ça s'appelle Vacances au pays. Moi, je souhaite que sur chaque couverture de nos magazines, il y ait Guadeloupe et qu'il y ait pays. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans notre dernière production, enfin notre avant-dernière production qui est Bon Manger à Pays Guadeloupe. Oui. Voilà, sous un autre format, parce qu'on a l'habitude d'avoir donc ce type de format. Et là, nous faisons aussi d'autres formats. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours des suppléments facile. Gratuits. Ah, c'est gratuit, tout ça est gratuit. Et nous avons même un supplément foot. Nous avons de tout, quoi. Habitat, étudiant, c'est le prochain que nous allons sortir d'ailleurs. Et puis automobile. Ouais. Et puis un de ceux qui me plaît le plus, puisque bon, c'est le travail vraiment là de toute une équipe. Ça, c'est un travail d'info, ça. Ça, c'est un travail d'info. C'est un travail de toute une équipe. C'est donc la rétro que nous sortons généralement le 2 ou le 3 janvier en fonction de voilà. D'accord. Alors, on revient vers Daniel Vumurier, parce que si on a invité, entre guillemets, un ancien journaliste politique, c'est bien vous parler aussi de politique. Alors, quels sont, Daniel, de votre point de vue, les rapports entre la presse et la politique quand on est de l'autre côté du miroir? Les rapports entre la presse et la politique, oui. Ils peuvent être conflictuels, ils peuvent être difficiles, ils peuvent être totalement apaisés, tout dépend des circonstances, des hommes et du fonctionnement de chacun. Moi, je pense que en Guadeloupe, en tout cas, pour ce que j'en vois, il y a une profession qui est assez contrainte, une classe politique qui est escalée, avec ses lacunes, bien sûr, mais aussi ses avantages et en tout cas cette espérance. Je pense que les rapports ils fluctuent. Ça dépend de l'actualité. Ils sont mauvais d'une manière générale ou très bons? On ne peut pas dire qu'ils soient très bons ou mauvais. Sur une dizaine d'années, c'est difficile en une phrase d'expliquer ainsi les rapports entre la classe politique et les médias. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie relation qui est parfois une relation de couple un peu, c'est-à-dire qu'elle fluctue. Il y a du je t'aime moi non plus, il y a ça peut être une relation très proche, très... Chacun, en tout cas, je crois qu'il y a du respect, malgré tout. Alors, il y a des insuffisances de part et d'autre, parfois des insuffisances de communication, parfois des déficiences dans la façon dont l'information peut être relayée. L'important, c'est qu'il y a des temps réguliers où journalistes et médias, ou responsables de médias et hommes politiques ou représentants de ces hommes politiques se rencontrent pour discuter, pour échanger de façon pacifiée sur la façon de travailler. Chacun a sa manière de travailler. Vous décrochez souvent votre téléphone? Je ne le raccroche jamais, en fait. Ah, vous le raccrochez jamais. C'est pas pareil. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression sur les journalistes. Non, pas du tout, non. Alors il y a la pression et pression. Hein. Non, le mot pression, pour moi, c'est un mot qui est vraiment extrême, au sens où
pour moi, ce qui s'apparente à la pression, c'est le fait d'appeler un média, un patron de média ou un journaliste et de le menacer véritablement sur sa façon de travailler. Et ça, c'est inadmissible dans une démocratie. Par contre, ce qui est important, c'est les relations avec la presse, c'est-à-dire avoir des contacts réguliers avec les journalistes, avec les patrons de médias, pouvoir échanger avec eux, échanger sur un sujet qui concerne la collectivité qu'on représente, mais aussi échanger sur des sujets qui ne relèvent pas de cette collectivité-là, pour analyser, commenter la façon dont tel ou tel sujet aurait été traité. Mais ça se fait de façon vraiment, enfin pour ce qui me concerne en tout cas, c'est rarement sur le monde conflictuel, à part avec mon ami André Jean, avec qui on adore s'échanger des amabilités. Non, je rigole. Avec André Jean, on se dit nos vérités régulièrement, de temps à autre, mais en général, nos relations sont toujours pacifiées, elles sont toujours placées sous le sceau du respect. Il y a jamais eu de rupture, dire bon, il y en a marre, je suis là, etc. C'est jamais arrivé? Avec André Jean Vidal, non, pas en encore. général, non, pas après l'indiscrétion de demain, je crois que ça va arriver, par contre. Mais non, d'une façon générale, de rupture, non. Parce que c'est peut-être le fait que j'ai été moi-même journaliste, et puis je m'intéresse aussi en dehors de ça à la recherche en sciences politiques sur la façon dont les sphères politiques interviennent au niveau des médias. Donc je ne peux pas me mettre en rupture avec ce qui est quelque part mon terreau, fonds de commerce. Mon fonds de commerce, non, mais mon terrain d'expérimentation, en tout cas de recherche. En tout cas, j'ai oublié de le dire, que vous travaillez encore sur, vous avez travaillé sur la presse caribéenne et vous travaillez encore sur la presse guadeloupéenne. Sur la presse guadeloupéenne, tout à fait. Et donc, c'est des relations qui sont pacifiées. Bien sûr, on a des affinités plus ou moins nourries au fil des années avec certains journalistes ou certains responsables de médias, mais d'une façon générale, c'est toujours placé sous le sceau du respect. Chacun est un professionnel et ce sont des relations qui doivent être placées effectivement sous le sceau du respect mutuel, mais aussi de la capacité d'écoute. Comprendre quelles sont les contraintes du journaliste, comprendre que en fonction du média, les contraintes ne sont pas les mêmes. La radio, c'est vraiment le média de l'instantanéité. La presse quotidienne a pas beaucoup, un peu plus, mais pas beaucoup plus de recul. La presse hebdomadaire, c'est différent. La télévision a ses contraintes également. Comprendre qu'à chaque journaliste, à chaque média, il y a des contraintes auxquelles il faut s'adapter. Particulier. Pas un traitement particulier, un traitement adapté. Adapté. Alors, avant de passer la parole à Stéphie, notre lycéenne habituelle, lycéenne chaque semaine, puisque nous travaillons, il faut le dire, avec le lycée Géoville-Griache et le BTS de communication, je vais rappeler, puisqu'on me le dit en cabine, qu'il y a un quiz qui s'appelle le quiz de Caraïbes Creole News. Vous pouvez gagner plus de 3 500 € de cadeaux. D'ailleurs, c'est prochainement la remise des prix. Alors, je vous incite à participer aux 2 dernières émissions qui vous permettront de gagner, par exemple, un iPad, de gagner un voyage à Miami, etc., etc. Plein de choses. Vous invitons le doigt de jouer? Oui, on verra. Alors, ça, c'est le jeu. Le jeu, on le retrouve sur le site www.caraibecreole-news.com. Stéphie, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous représenter, on vous connaît déjà ici, vous avez l'habitude un petit peu des médias. Alors, vous avez entendu 2 professionnels de la presse et de la communication politique parler. Une question, une réaction tout de suite? Oui, donc j'ai une question pour M. André Vidal. Donc, c'est pour savoir comment, en fait, quelle méthode vous avez adoptée pour rédiger vos articles. Est-ce que vous avez une méthode particulière? Pour rédiger des articles de magazine? Oui, voilà, de magazine. Ah, de magazine. D'abord, il faut choisir des thèmes porteurs. Alors, les thèmes porteurs, vous les avez tous là, il y en a certainement d'autres qui n'ont pas encore exploré. Et puis, ensuite, il faut avoir une bonne équipe, il faut faire une réunion. Il faut définir les thèmes ensemble, il faut voir qui va faire quoi, comment, chercher un plan pour faire un chemin de fer, ce qu'on appelle un chemin de fer, donc c'est de la couverture jusqu'à la dernière page en passant par toutes les pages. Et puis ensuite, il faut rencontrer des interlocuteurs. Alors pour Vacances au Pays, nous avons eu l'idée de demander à des guides de nous présenter la Guadeloupe. Et ensuite, nous avons fait appel à des professionnels pour nous donner des informations sur la plongée, parce que bon, moi je ne suis pas plongeur par exemple, mais je voulais un article sur la plongée et un article sur la plongée. Moi je suis randonneur, mais malgré tout j'ai demandé des conseils et nous avons rédigé l'article sur la randonnée, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Et pour tout, vous savez, un journaliste c'est ça. Un journaliste il ne connaît rien, il est un peu bête. Il sait lire, il sait écrire, il sait écouter. Et puis il sait rendre du mieux possible ce qu'on lui a dit. Et ensuite, donc, il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, par exemple, regardez, bon manger. Je ne sais pas faire la cuisine. Mais pourtant, ce bon manger, j'ai demandé à un spécialiste qui s'appelle Joël Kishna,
de me trouver des recettes. Je lui ai dit ce qui me plaisait, parce que je suis un grand gourmand, et ensuite il a travaillé là-dessus. Et ensuite, bien sûr, nous avons rencontré l'équipe qui s'occupe donc de la mise en page. On m'a présenté 1, 2, 3, 4 mises en page, et il y en a qui m'ont plu, d'autres moins. J'ai choisi celle qui m'a plu, et ensuite nous avons travaillé comme ça. Les photos, c'est encore un autre professionnel qui s'appelle Eric Guyenon. Et donc ce professionnel-là a fait, parfois, pour certaines des photos qui sont là, il a fait 50, 60, 110, 80, 100, 110, 120 photos pour avoir la bonne photo, la photo qui plaira et qui dit tout. Puis il y a plein de petits trucs, etc. etc. Et tout ceci, vous voyez, en un mois, on peut faire un magazine comme celui-ci si on a une bonne équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe, le journalisme, quand on fait un magazine, quand on fait un quotidien, quand on fait un hebdo, c'est un travail d'équipe. D'accord, mais je vous remercie. J'ai une question pour monsieur André Vidal. Et pour monsieur Dumérier. Excusez-moi, oui, monsieur Dumérier. Donc, vous travaillez au Conseil général. Vous pouvez me parler en fait de vos... Est-ce que vous vous rappelez de vos débuts au Conseil général? On a communiqué, j'imagine, à l'époque où vous étiez encore responsable de la commune. Alors, mes débuts au Conseil général, c'est vieux que ça? 99. Ouais, quand même. Donc c'est vrai, ça date un petit peu. En fait, je suis rentré au Conseil général après avoir effectivement donc essaimé dans les médias, en même temps fait des études de droit puis de sciences politiques. Et en fait, je rentre en tant qu'attaché de presse du président du Conseil général. Donc j'étais pas trop dépaysé au sens où, ayant été journaliste, ayant eu l'habitude de traiter des communiqués de presse ou de rédiger des articles ou de suivre une actualité politique, le travail d'attaché de presse consistait simplement à être de l'autre côté et à fournir aux journalistes la matière nécessaire pour qu'ils fassent leur travail et qu'ils puissent couvrir une actualité et valoriser la collectivité à laquelle j'appartiens, le Conseil général. Donc ça a été... le plus difficile, ça a été peut-être l'appréhension et le fait de s'habituer au fonctionnement d'une collectivité. Parce que quand on sort du privé et qu'on est confronté à au cloisonnement parfois des services, fonctionnement d'une collectivité qui compte maintenant 2500 agents, lorsqu'on doit trouver une information, là on a l'habitude, nous, en tant que journalistes, de demander, de vouloir obtenir tout de suite. Quand on est... c'est parfois un peu plus compliqué à obtenir. Bon, après, on s'y emploie et on arrive à ses fins. Mais non, mes débuts, j'ai pas le souvenir qu'ils aient été si difficiles que ça. En plus, j'avais passé des concours en même temps, donc j'étais pas dans une situation d'insécurité de l'emploi, donc j'étais relativement à l'aise de ce côté-là. Et puis j'ai progressé par la suite dans la hiérarchie du cabinet. D'accord, je vous remercie. Bien, alors on y est, on va continuer avec Daniel Dumérier sur la communication politique parce que en fait, diriger la communication d'une institution, il y a deux aspects. Il y a le président qu'on vend et l'institution. Comment vous faites le tri? C'est le distinguo entre communication institutionnelle et communication politique. La communication institutionnelle vise à valoriser l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre par une collectivité. Dans le cadre du Conseil général, c'est l'action sociale, c'est l'action en direction des collèges, c'est la culture, même si ce n'est pas une compétence propre à la collectivité départementale, mais valoriser ce qui est mis en œuvre par la collectivité dans ce contexte-là. Et la communication politique, elle, c'est beaucoup plus s'attacher à valoriser l'action de l'homme politique. Donc c'est un peu... ça demande une analyse un peu plus fine, avoir une bonne connaissance des médias, bien sûr, savoir un petit peu de stratégie, ça peut être utile aussi, et puis bâtir à ce moment-là une stratégie de communication qu'on va mettre en œuvre, mais qui doit être nécessairement maillée avec la communication institutionnelle. J'ai souvent envie de dire que la politique est devenue maintenant un peu comme du marketing, en fait. L'homme politique, le politique est un produit. Donc on doit le construire, on doit le vendre, on doit l'habiller. On doit le coacher souvent. Pardon? Le coacher aussi souvent. Oui, le coaching fait partie du travail, mais en fait vous n'allez pas non plus... il ne faut pas penser que on est ce qu'on appelle des spin doctors, comme on dit aux États-Unis. Quelque part quand même, quelque part. Aussi peu. Et qu'on va non plus
on ne va pas de toute façon pouvoir vendre un produit qui est mauvais au départ et en faire un bon produit. On n'est pas non plus des magiciens. Donc c'est nécessairement la qualité intrinsèque du politique qu'on va mettre en avant. Le rôle du communicant à ce moment-là, c'est de trouver les points d'accroche dans la personnalité, dans l'action de cet homme politique qu'on va mettre en avant pour s'assurer qu'il ait que son image soit la meilleure possible. Alors, ensuite, il y a la gestion des crises aussi. Oui, justement, j'allais en parler. Quand il y a des crises, il y en a eu à la veille des sénatoriales. Quel est votre rôle particulièrement à ce moment-là, qu'on a l'impression qu'entre l'urée et les giloses, ça passe plus? Non, le rôle du directeur de cabinet, parce que la spécificité au Conseil général, c'est que le directeur de cabinet est à la fois directeur de communication. Tout à fait. C'est bien pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Hein. Tout à fait, avec la collectivité régionale où mon ami Olivier Nicolas est lui directeur de communication et Dominique Laban directeur de cabinet. Donc je cumule les deux casquettes au Conseil général. C'est du dialogue tout simplement, c'est être à l'écoute de ce que veulent véritablement les politiques dans leur stratégie personnelle et ensuite voir comment s'assurer que cette stratégie qui est définie... Il y a votre touche personnelle quelque part. Oui, nécessairement, mais elle vient... c'est l'homme politique qui décide de toute façon au final de ce que sera sa communication. On est là pour conseiller et l'homme politique dispose ensuite des conseils qu'on lui prodigue. Alors est-ce qu'il écoute le président? Est-ce qu'on lui dit, mon président, pas ça, plutôt ça? On discute, on échange, on discute vraiment à bâton rompu. On n'a pas de sujet tabou, et on échange vraiment sur la façon de dire les choses, sur le moment de dire les choses, sur les choses qu'on va dire. Et donc, c'est un dialogue constructif qui aboutit ensuite à une communication qui est ce qu'elle est. Alors, je disais en début que vous aviez aussi un certain nombre d'attachés de presse ou de personnes chargées de relations avec la presse. Alors, vous devez les piloter, entre guillemets. C'est un exercice difficile? La chance qu'on a au Conseil général, c'est d'avoir quand même des agents qui sont de qualité et qui sont rodés aux techniques de communication et au fonctionnement d'une cellule de communication. Donc, bon, il y a toujours... je suis un peu tatillon et un peu perfectionniste par moment, c'est vrai. J'en sais quelque chose. Exigeant, c'est vrai, mais je pense qu'il faut toujours essayer de tendre vers l'excellence. On n'y arrive jamais, mais au moins essayer de tendre vers l'excellence. Et la difficulté, c'est de pouvoir en même temps communiquer avec tout le monde. Parce que dans mon cas personnel, la difficulté, c'est que je suis sur plusieurs sites en même temps. Le Conseil général étant éclaté, donc je suis entre Basse-Terre, Gosier, Pointe-à-Pitre. La difficulté, c'est de pouvoir communiquer avec tous ses collaborateurs en même temps. Donc bon, les moyens modernes, le SMS, le mail permettent de communiquer de façon multidirectionnelle. Et en temps réel. Et en temps réel, mais de toute façon, le coup de fil ou le corps à corps, l'interaction entre tous les agents est nécessaire pour pouvoir... J'ai envie de vous demander sa dernière question sur le sujet. Est-ce que vous faites le matin ou périodiquement des sortes de comités de rédaction, entre guillemets, avec vos collaborateurs ou collaboratrices? Oui, nécessairement, puisque, premièrement, parce qu'on a des publications, donc il faut nécessairement s'entendre sur... C'est comme produire un journal, vous voyez, lui, il est venu... Je crois qu'il a un peu copié sur nous, d'ailleurs, parce qu'on a... Le journal du Conseil général s'appelle Pays Guadeloupe. Oui, j'ai vu comme quoi on s'entend très bien, même on se retrouve là aussi, tu vois. C'est une passion qui nous fait nous rejoindre. Et donc, quand on doit diffuser un document de ce type, nécessairement, il y a un moment où on doit se poser, réfléchir de quoi on va parler dans le numéro, échanger avec le politique aussi sur la stratégie. Et donc, nécessairement, il y a des réunions régulières, que ce soit du cabinet ou du service de communication, pour faire le point sur l'actualité et les actions qu'on est amené à mettre en œuvre. L'actualité, on va en parler avec Florence, puisqu'à partir d'aujourd'hui, dans C'est de la presse, on aura chaque semaine une revue de la presse. Florence, bonsoir. Bonsoir. Merci de ce premier bain dans la presse et surtout à la télévision. Et donc, des nouvelles de la presse. Que dit la presse cette semaine? Cette semaine, Danick, un vent de présidentiel souffle sur la presse française. Donc en couverture de l'Express, un numéro spécial sur le thème franc-maçon, comment il manipule les candidats. Donc en quelques pages, j'ai découvert ce qu'est la franc-maçonnerie. Donc il s'agit d'une organisation secrète composée de personnes influentes, divisée en plusieurs obédiences. Parmi les 5 obédiences les plus puissantes, on découvre en première position le Grand Orient de France, et puis la Grande Loge nationale française. Il y a aussi la présence des femmes depuis peu, puisque avec la Grande Loge féminine de France, ces obédiences étaient... Alors, il faut savoir que c'était autrefois exclusivement masculin. Voilà, donc très souvent choisis pour leur statut social, selon un rituel bien précis. Ces frères
comme ils disent, sont unis par des valeurs fortes. Donc c'est démocratie, laïcité, solidarité sociale. Bon, je dois reconnaître que l'enjeu est de taille, hein, puisque les 6 candidats à la présidentielle doivent justement séduire cet électorat et se plier plus ou moins aux décisions optées par ces obédiences. Oui, puisque depuis 40 ans, enfin, en 40 ans, l'effectif est passé de 38 000 à 163 000, ce qui est pas négligeable. Donc ce qui ne m'a pas surpris du tout, c'est que les rivalités politiques qui sont nées au sein de la franc-maçonnerie découlent de cette hiérarchie entre les différentes obédiences. Le journaliste rappelle aussi l'épisode du G20 qui fut nul autre qu'un système de lobby, hein, et un groupe de pression à trappe droite. Voilà, donc beaucoup d'hommes politiques sont francs-maçons, mais peu le dévoilent. Mitterrand et Chirac, d'ailleurs, ont cultivé cette proximité dans le passé. Donc, il y a des liens étroits entre les candidats Bayrou, Sarkozy, Mélenchon, Joly et même Le Pen, hein, avec la franc-maçonnerie, qui est très bien expliqué dans cet article. D'ailleurs, je vous conseille vivement de le lire. Alors, on va quitter les présidentielles françaises, mais aux États-Unis aussi, Obama se prépare. Oui, donc il y a plusieurs articles hein, cette semaine au sujet des élections primaires aux États-Unis, hein, puisque dans l'Express, votre confrère Philippe Coste fait le portrait de Newt Gingrich, rival numéro 1 de Barack Obama, avec son titre évocateur « Old Newt est de retour ». Donc c'est pour lui, donc, son cheval de bataille, c'est le retour à l'ordre moral chrétien, avec son discours conservateur et radical, mais pour le peu contradictoire, hein, puisque l'article rappelle que lors de l'affaire Lewinsky, celui-ci pointait du doigt Clinton, alors que lui-même est connu pour ses frasques en tout genre. Voilà, donc deuxième position, Mitt Romney, détesté par les conservateurs, qui changent souvent d'avis sur les questions capitales telles que l'avortement, l'immigration, le port d'armes. Voilà, donc le journalisme m'a fait sourire, car il le décrit, je cite, comme un personnage au charisme d'un tronc d'arbre. Donc voilà, donc en troisième position, Rick Perry, critiqué par ses confrères démocrates aussi, car il a été jusqu'ici incapable de citer une mesure phare de son programme. Alors, est-ce que c'est déjà l'heure du bilan pour Obama? Oui, même s'il n'a pour le moment aucun rival crédible, le bilan du gouvernement d'Obama est loin d'être positif, puisque bon, bah voilà, il y a du chômage, de la pauvreté et une économie stagnante basée sur l'emprunt. Donc Natacha Tatu, d'ailleurs, met cela en évidence dans l'article du Nouvel Obs intitulé « Les États-Unis, vie à crédit ». Le chiffre qui m'a vraiment profondément choqué, c'est 20 000 $ de prêts à la consommation par tête. C'est énorme, énorme. Voilà, donc lorsque les journalistes François Armanet et Gilles Antil questionnent Russell Banks dans le Nouvel Obs, Obama face à l'Amérique, le célèbre écrivain américain avance une série d'arguments, excusant presque la faiblesse du gouvernement. Donc Obama est selon lui un président mal conseillé qui doit faire face aux conséquences des erreurs accumulées par les gouvernements précédents. Voilà, donc enfin Hélène Vissière, correspondante à Washington pour Le Point, nous fait une belle conclusion, je dois dire, sur le fait que Obama n'est pas KO. En effet, même si la Obamania de 2008 n'est plus, que sa popularité dans les sondages est au plus bas, le président des États-Unis est décrit comme un monsieur tout le monde, qui reste droit et déterminé dans ses engagements. Alors, bilan d'Obama, mais aussi bilan pour Sarkozy, parce que le boulet arrive, l'heure arrive là. Oui, un bilan extrêmement mitigé. Il y a des titres vraiment peu flatteurs dans la presse. Dans le Nouvel Obs, par exemple, un article de François Bazin intitulé « Le boulet du bilan », avec une enquête chiffrée sur l'opinion des Français sur sa politique. Son manque de sincérité lui est reproché et le sentiment d'abandon est ressenti par un bon nombre de Français. Voilà. Dans l'Express, il y a aussi un autre titre, « Les bottes de 7 lieues », écrit par Benjamin Sportouche. J'aurais espéré que cet échec serait vraiment atténué par sa présence sur le terrain, mais il n'en est rien.
Dans cet article, Sarkozy apparaît comme un espèce de petit pousset des temps modernes qui collectionne un certain nombre de faux pas à travers ses nombreux voyages. Je ne sais pas si ces promesses sont à la hauteur de son imaginaire. Toujours est-il que le journaliste rappelle par exemple que le 4 février 2008 à Gandrange en Moselle, il avait fait la promesse solennelle auprès des ouvriers d'ArcelorMittal de réinjecter des fonds pour les épargner de la fermeture de l'usine. Résultat des courses, un an après, la Syrie a fermé. Oui, on s'y attendait. Alors, rapidement sur le continent africain, que se passe-t-il, Florence ? Alors sur le continent africain, donc la journaliste Valérie Marin dans Le Point nous annonce officiellement que Youssou N'Dour, le chanteur, ah bon, le chanteur oui, est candidat au présidentielle sénégalaise. Il Abdoulaye devient l'adversaire. Comment Abdoulaye aura du mal. Oui, il aura du mal, oui, ouais. Tout à fait. Donc cet extrait, enfin. Cet article, en fait, nous donne le portrait d'un homme de paix, connu mondialement. Qui est venu en Guadeloupe, il faut le dire. Ah oui, il est venu, oui, d'accord, oui, je ne savais pas. Entrepreneur, il a créé de nombreux emplois au Sénégal et n'a jamais abandonné son pays. La chronologie de toutes ses actions est la conséquence de son engagement politique. À suivre, car pour le moment, aucun programme n'a été présenté par l'enfant du pays. En parlant de ça, on oublie souvent que les hommes politiques ont été des enfants. En couverture du Nouvel Obs, la photo de Sarkozy, Bayrou, Le Pen et Hollande petit, à l'occasion du livre événement de Robert Schneider, Je serai président, le journaliste François Bazin nous fait partager quelques extraits. Bon, dès les premières lignes, j'ai constaté que la vocation politique est aussi étroitement liée à des facteurs psychologiques, des bonheurs, des souffrances, des frustrations de l'enfance et de l'adolescence. J'ai découvert un petit Nicolas Sarkozy complexé et revanchard, un petit François Hollande en conflit avec un père tyrannique et sympathisant d'extrême droite, un Bayrou qui a souffert d'un bégaiement à la suite d'un drame personnel. Pour finir, une Marine Le Pen fêtarde qui a longtemps souffert de l'absence de son père. C'est une raison pour laquelle elle s'est engagée sur son terrain pour le retrouver. Petit bémol par contre pour moi, parce que ces hommes politiques m'ont paru comme des espèces de personnages romanesques, presque sympas. J'ai eu beaucoup de mal à dissocier réalité, fiction. Quoi qu'il en soit, ce livre m'a tout l'air d'être un bon divertissement. Voilà. Et sur la presse locale, rien ? Alors la presse locale, oui, bon, alors le France Antilles, en fait, nous expose 3 thèmes qui m'ont vraiment qui ont attiré mon attention, à savoir le défi du parc national de la Guadeloupe de devenir la référence caribéenne, les écoles de Goyave, toujours en grève, et enfin un portrait très intéressant de Yves Gémin, dit Cerdan, un simple pêcheur qui a arrêté l'école à 13 ans, originaire de Sainte-Rose, et qui sort son 5e roman, Carla et Nicolas ou Le Grand Amour. C'est un article touchant qui m'a donné envie de le lire. Merci Florence. C'est moi qui vous remercie. Bien, alors, oui, un dernier mot. Ah oui, alors j'avais une question pour Monsieur Vidal. Comment France Antilles va-t-il couvrir les présidentielles ? Un dispositif particulier est prévu ? Comme pour chaque élection, nous allons donc nous réunir 2 mois avant ou 2 mois, oui, bientôt, dans quelques Donc dans le timing, là. Oui, nous sommes dans le timing. Nous allons donc nous préparer, prévoir beaucoup de papiers, puisque, disons-le, nous vendons beaucoup de journaux quand il y a des élections. Quand ce sont les élections locales, plus quand ce sont des élections nationales qui sont, dès samedi, qui sont chez nous, bien sûr. Parce que Hollande arrive, samedi. Absolument. Et donc nous allons suivre tous les candidats qui vont venir chez nous. Il y en a qui font des faux pas comme Mélenchon, qui vient pas, etc. Il y en a d'autres qui viennent 2 fois, comme François Hollande, qui va arriver donc samedi, qui va être chez nous donc samedi et une partie de dimanche. Et donc nous nous préparons, et ensuite il y a des équipes qui vont se mettre en place, qui vont déterminer donc différents aspects des candidatures, et puis de l'impact que ces candidatures nationales, rappelons-le, ont localement. Les engagements des hommes politiques, je crois que Jacques Gillot s'est engagé un des premiers, il a même pris tout le monde de court.
Il a même surpris certains de ses grands amis en étant plus rapide que l'éclair ou que Victorin Lurel. Mais Victorin Lurel, par contre, s'est rattrapé en étant le représentant de François Hollande pour tout l'outre-mer, ce qui est autre chose, quoi. Voilà, chacun son style, chacun sa façon de faire. Mais voilà, et nous sommes aux aguets de toutes les prises de position. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la présidentielle, il y a les législatives. Les législatives. Et ça nous intéresse vraiment. Ok, merci. Laurence, une question? Alors, j'avais une question pour M. Dumérier. Donc, avez-vous un commentaire sur les francs-maçons et les présidentielles? Sur les francs-maçons et les présidentielles en France. particulier, en France, oui, c'est déjà assez compliqué comme ça. Oui. Non, je pense que de toute façon, la franc-maçonnerie d'une façon générale, et pas simplement en Guadeloupe, en France ou partout dans le monde, c'est une, vous avez dit société secrète, j'aurais plutôt dit société discrète, moi plutôt. Ouais. Il y a un petit côté secret quand même. Enfin, je ne suis pas habilité à en parler, donc j'aurais du mal à... Je pense qu'il y a plutôt justement une volonté de la franc-maçonnerie de s'ouvrir sur la société. Alors je ne sais pas quels sont les rites de fonctionnement de ces associations, mais encore ce soir au journal télévisé d'une autre chaîne, il y avait un reportage sur un grand vénérable qui est de passage en Guadeloupe actuellement. Donc je pense qu'il y a une volonté de s'ouvrir de plus en plus. Après, ils pèsent sur la politique. Est-ce que les formations pèsent sur la politique d'une manière générale? Pèsent sur la politique, non, pèsent sur la société sûrement. Sur la société? Pas sur la politique spécifiquement, mais je pense que les francs-maçons sont avant tout des citoyens. Et de toute façon, quel que soit l'endroit où ils sont placés, les valeurs qu'ils défendent, enfin je l'imagine en tout cas, dans la franc-maçonnerie, sont relayées dans leur œuvre quotidienne. Donc ils pèsent nécessairement sur la société. C'est une question de conviction aussi. Alexandre Ronis a des convictions qu'on connaît, des convictions nationalistes. Ça, c'est clair. Il est journaliste, ses convictions pèseront quelque part sur la... Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas objectif, mais ses convictions vont peser sur sa façon de travailler. Moi, je voulais plutôt revenir aussi, si vous me permettez, sur ce que vous avez dit sur les élections aux États-Unis. Jusqu'au 6 novembre 2012, on a encore un peu de marge. Moi, je pense que après le revers qu'a connu Barack Obama à mi-mandat, je pense que même en dépit de ce que disent les sondages, il a une perspective qui est encore très favorable. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la politique intérieure se joue aussi beaucoup avec la politique extérieure. Et donc le fait que Oussama Ben Laden, qui était l'ennemi honni de l'Amérique, a été... enfin, qu'on a mis fin à sa carrière, si on peut appeler ça ainsi, de la façon dont on sait, je pense que le peuple américain va encore s'en souvenir longtemps. Et il y a un fait particulier... qu'il a des chances d'être... Il a encore beaucoup de chances. Bon, dans son camp, il n'y a pas vraiment d'opposition. Oui, Madame Clinton a déjà de toute façon dit qu'elle ne serait pas candidate, qu'il y a un candidat qui est un peu symbolique, qui est encore M. Terry, qui est dans les rangs, mais bon, qui ne va pas aller très loin. L'opposition en face, contrairement à ce que disent les sondages, c'était plutôt Romney qui était mis en avant par les sondages initialement. On constate en tout cas qu'il y a maintenant une sorte de fracture entre l'establishment et des partis politiques, que ce soit les républicains, les démocrates et la population. Et donc je pense que la politique extérieure, on pourrait même le dire peut-être aussi en France, va avoir une incidence particulière sur le scrutin. Donc la partie est loin d'être gagnée aux États-Unis comme ailleurs. Et puis il faut dire aussi que Obama a évité les scandales. Il est clean, enfin jusqu'à maintenant, c'est pas... C'est clair. Oui, il a su garder une image qui est proche de la population, avec des revers, avec des erreurs, avec une communication qui n'est pas toujours facile à gérer en toutes circonstances. Il y a un élément qui va aussi beaucoup peser dans la balance, c'est le fait que maintenant les campagnes électorales aux États-Unis, le financement de la campagne électorale est totalement illimité maintenant, donc on va avoir une importance accrue du monde économique et des lobbies économiques sur les campagnes. La dernière campagne en 2008, tout candidat confondu, de mémoire, ça avait été 5,6 milliards de dollars qui avaient été dépensés. Et là, les experts prédisent qu'on va toucher les 7-8 milliards de dollars mobilisés au total pour cette campagne électorale. Ça veut dire que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la politique étant quelque part du marketing et le politique étant un produit, rien n'est dit à l'avance. Et on peut s'attendre encore à des surprises. Alors justement, est-ce qu'il y aura des surprises en 2014 en Guadeloupe entre les deux présidents? Vous êtes bien placé pour me dire un mot. Des surprises entre les deux présidents? Oui. C'est-à-dire? Oui, j'explique qu'on sait très bien qu'il y a un fauteuil pour deux.
Ben, pour l'instant, il n'y a pas de fauteuil en Il y a pas de réalité, fauteuil. parce que pour l'instant, nous sommes dans une On peut faire dire ça configuration comme ça, qui oui. est celle. Non, on le dit tel que c'est. Il y a pour l'instant une réforme qui est la réforme territoriale qui est censée s'appliquer à partir de On ne sait pas, 2014. on ne sait pas, Non, finalement. mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Oui, oui. Je parle en droit positif. D'accord. C'est la réforme territoriale qui doit s'appliquer en 2014 avec maintien de la région, maintien du département et simplement un collège une assemblée qui sera Territoriale. la même. Mhm. Non, il n'y a pas d'assemblée territoriale. Il y aura une région et un département avec par contre les mêmes élus qui vont siéger dans les deux collectivités. Ouais. Et ce que les élus guadeloupéens, et je le souhaite, une partie du peuple ont comme ambition, c'est précisément d'élaborer un projet qui permette de créer une alternative à cette réforme territoriale, mais ça ne doit pas être le seul objectif. On ne fait pas des institutions simplement pour une échéance électorale. Oui, bien sûr. L'important, c'est de penser la Guadeloupe des 10-20 années à venir et de voir véritablement ce que le peuple guadeloupéen souhaite pour son pays, en évitant précisément de reproduire les errements du passé, de faire en sorte que ce soit le projet d'un homme ou le projet uniquement de la classe politique, permettre véritablement à la société civile, aux Guadeloupéens, aux jeunes, aux moins jeunes, aux tout venants, de s'exprimer, de dire comment ils voient leur avenir. Le projet guadeloupéen, il est en bonne voie en ce moment. Mais le projet guadeloupéen, il sera surtout ce que les Guadeloupéens eux-mêmes décident d'en faire. On a, je crois, et je Dans les profite de communautés l'occasion... communaux, par exemple, Oui, c'est ça. j'y viens. On a eu, c'est peut-être une mauvaise communication aussi qu'il y a eu, on a souvent dit que les politiques avaient 18 mois pour faire un projet, ils n'ont rien fait. Sauf que ce qui était prévu, c'est que ce n'était pas les politiques qui fassent le projet, c'est que véritablement ce soit le peuple guadeloupéen qui s'empare du projet et que le construisant lui-même ne pouvait que le valider par la suite, ce peuple guadeloupéen. Donc ce qui a été relancé avec les derniers congrès, la réunion du comité guadeloupéen du projet, et qui va se poursuivre tout au long de l'année 2012 avec la réunion des comités communaux, des comités territoriaux. Avec un stop comme d'habitude pour les présidentielles. Non, je pense, alors je veux pas... C'est ça qui pollue Je ne vais quelquefois pas le trop débat. avancer. Le souci, c'est que, bon, le problème de la démocratie, c'est que chaque année, il y a des élections. Quoi. Oui. Donc, mais c'est le rythme aussi de notre démocratie, il faut vivre avec. Mais la particularité qu'on a cette année, c'est que ce sont deux élections politiques, deux échéances électorales qui sont importantes, les présidentielles et législatives, mais qui ont peut-être moins d'incidence au niveau purement communal. Donc on peut espérer que dans ce contexte-là, on ait plus de capacité, on sera mieux en mesure de mobiliser les comités communaux et de faire véritablement en sorte que vous y croyez chaque vraiment, Guadeloupéen... Daniel? J'y crois... bon, je vais J'ai sortir envie un de peu poser la de même la question réserve. d'ailleurs. Voilà. J'y crois véritablement parce que j'ai André été Jean-Vidal, de oui. ceux qui ont rédigé la méthode, tout simplement. Oui. Donc j'y crois véritablement, effectivement. Oui. Et je crois surtout en la capacité de l'homme guadeloupéen à dire ce qu'il veut pour son pays. Et on a souvent tendance à penser que ce sont les élus qui doivent fixer le cap, dire ce qu'il faut. Oui, effectivement, les élus et la classe politique ont leur mot à dire et doivent fixer un cap. Mais je crois au bon sens du Guadeloupéen. Je crois à la capacité du pêcheur, pas du simple pêcheur, mais du pêcheur, de dire des choses et de dire l'avenir de la Guadeloupe, d'imaginer, d'inventer l'avenir de la Guadeloupe. Donc j'y crois profondément. André Jean-Vidal, on va tout à l'heure terminer l'émission, mais je voulais quand même revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé ici. C'est votre blog, Indiscrétion, qui ne fait pas toujours plaisir à Daniel Dumurier, ni même à Olivier Nicolas, ni aux politiques. Comment vous fonctionnez avec ce blog? Justement, il ne me fait pas plaisir parce qu'il n'est pas assez souvent actualisé. D'accord. Il n'actualise pas tous les jours. C'est vrai, parce que j'ai autre chose à faire. Par exemple, voilà, par exemple, réserver les Donc indiscrétions. c'est un passe-temps. C'est quoi un passe-temps, bien Oui. sûr, parce que ce qui est important, c'est d'avoir les indiscrétions dans le quotidien. Après que je les mette sur mon blog au bout de quelques jours, bon, c'est autre chose. C'est pour l'extérieur éventuellement, ou pour des gens qui ont envie de faire des archives. Mais donc je le réactualiserai plus en pensant à toi. C'est entre des autres, voilà. indiscrétions. C'est sur la base de quoi? Ça part de quoi? Comme on dit, c'est d'un camo, d'une info qu'il faut démentir après, qu'il faut une deuxième info. Comment ça fonctionne? Non, ça passe. Chaque journaliste a un réseau. Oui. Et ce réseau, donc, lui donne des informations. Après, il les vérifie, parce qu'il ne s'agit pas, dans l'indiscrétion, comme dans tous les articles, de prendre un camo, de lâcher, puis de se dire, bon, demain, il y aura un démenti, puis etc. Moi, j'ai une fierté. Peut-être que demain, ça va me tomber dessus. J'ai une fierté. J'en suis à 7000 indiscrétions, à peu près. Et je n'ai pas eu, je n'ai pas eu Et combien de démentis? je n'ai pas eu un seul procès. J'ai eu 4 ou 5 précisions qui n'étaient pas des démentis Daniel, vous confirmez? d'élus qui parfois, soit ne voulaient pas que ça se sache, soit m'ont apporté une précision que je publie tout de suite, donc à la suite, tout de suite, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque ce qui m'importe, c'est de donner les informations. Certains politiques. Je sais pas, je ne je comprends pas. posais la Moi,
moi, si j'étais politique, à la limite, je me dirais, tiens, ah, effectivement, il n'y a pas tort, ou bien, ah, il sait ça, bah, peut-être que... Mais je suis pas un dresseur de tort, hein. Je suis là pour apporter les informations. Qu'est-ce qui sort demain? Qu'est-ce qui sort demain? Oui. De la discrétion? Oui. Ah, je m'en souviens plus, vous savez, au bout de 7000, comme ça. Mais je vous engage à vous précipiter. Enfin, pas trop vite, faut pas se casser une jambe, faut pas avoir d'accident de la route. Allez dans votre kiosque, et puis vous allez voir, il y en a 4 ou 5 qui sont comme d'habitude. Alors, je vais être juste quand même. Oui, J'aimerais Stéphie. savoir, est-ce que vous respectez en fait dans votre blog Les Indiscrétions le principe de neutralité? Bah, j'essaie d'être le plus neutre possible, même si parfois on me prête des amitiés. Mais si on lit bien les indiscrétions, on verra en tout cas. Je ne diffame pas, je ne suis pas méchant. Quoi qu'on me dise parfois un peu dur. Je suis peut-être un peu dur parfois parce que je dis des choses, mais je ne suis pas méchant, je ne cherche pas à blesser. Parfois, je reçois des appels téléphoniques de certains élus, même de présidents de collectivités qui ou de directeurs de cabinet. Aussi. Parfois aussi, oui, mais c'est bien. C'est pas véhément, mais non, c'est pour me dire, c'est pour me dire, là tu as été trop loin, là tu as été trop, là tu t'es trompé. Quand on me dit, tu es trompé, ou tu en as trop dit. Peut-être, parfois, mais parfois on me dit tu t'es trompé, et dans ce cas-là, moi je veille à rectifier. Je rectifie toujours. Ça fait une deuxième info. Mais oui, ça fait une deuxième info. Alors dans les 7000, est-ce qu'il faut compter les infos qui sont verso et recto? Non, les précisions, je ne les compte pas, parce que les précisions, généralement, ce sont des informations qu'on m'apporte pour amender ce que j'ai dit, donc je ne les compte pas. Je compte aux alentours de 7000 infos sorties, voilà. Ouais. Ah, oui, Daniel. Juste un mot là-dessus. En fait, bon, le politique peut parfois réagir de façon peut-être irritée, parfois aussi, mais bon, il peut réagir à une information ou à une indiscrétion en l'occurrence, puisqu'on parle du travail d'André Jean, parce qu'en fait, le travail du politique est souvent difficile à expliquer, parce que pour le Conseil général en particulier, on travaille sur l'humain, donc c'est pas évident d'expliquer le travail qui est fait. Et par principe, le journaliste ou le média, enfin, je parle de Guadeloupe, on a un réseau ferroviaire qui est plutôt atrophié. Les journalistes parlent rarement des trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est vrai que souvent... C'est des bus, hein, c'est des bus qui arrivent à l'heure. C'est des bus qui arrivent à l'heure, bien sûr. On va en parler de ça. Bon sujet, là. C'est un bon sujet, il faudra me réinviter, là, à mon avis. Et donc c'est vrai que parfois... L'engagement du politique, il faut bien comprendre que c'est une personne qui prend de son temps pour s'engager en politique. Bon, c'est évident qu'il y a des contreparties, mais qui a quand même une part importante d'engagement, de sacrifice de sa famille, de sacrifice de sa personne. Et c'est vrai que de se voir parfois attaquer, je ne parle pas des indiscrétions en particulier, mais d'une façon générale, de se voir attaquer sur son action de façon parfois nominative ou sans avoir eu l'opportunité de répondre, c'est vrai que ça peut irriter parfois. Donc c'est vrai que... Après, c'est la tempérance de l'élu qui va appeler, sa façon de s'exprimer, le rapport qu'il a avec le journaliste qui va varier. Mais c'est vrai que il peut arriver qu'un élu soit irrité par la façon dont il aura été, dont on aura parlé de son action sur un média. Ça peut arriver, effectivement. Daniel et aussi André Jean Vidal vous fait réagir sur la couverture de Nouvelles Étincelles de cette semaine. C'est gros show, Marx, c'est ça? Non, c'est vrai. Alors, Karl Marx, l'homme de l'année. À votre avis? De l'année 2011? Oui, 2011. D'accord. Point de vue de Nouvelles Étincelles. D'accord ou pas d'accord? Il y a encore, entre l'idée initiale et le recto, les vœux de Jacques Gillot, c'est ça que tu montres? Oui. Pardon. Je ne sais pas si c'est l'homme de l'année 2011. Oui. Que ces idées prospèrent davantage en 2012, ce serait souhaitable, pour partie en tout cas. Oui. Mais je ne suis pas convaincu que lorsqu'on regarde la façon dont le monde a évolué en 2011, que Marx soit vraiment l'homme de l'année. On voit effectivement les limites du capitalisme, mais en même temps, on voit que ce capitalisme renaît, s'auto-régénère, quelque part. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire qu'il soit l'homme de l'année. Alors, je ne vais pas vous présenter un livre que vous connaissez, mais j'aimerais simplement avoir un petit peu on va dire, le backstage. Pourquoi ce bouquin? En fait, il s'agit du Félix Eboué, les années guadeloupéennes. Le Conseil général, à travers un de ses services qui s'appelle, de ses directions, pardon, s'appelle la direction des archives départementales, choisit régulièrement de mettre à l'honneur des personnalités qui ont une place importante dans l'histoire de la Guadeloupe. Et là, il nous a paru intéressant de valoriser les discours de Félix Eboué, qui a été une personnalité quand même emblématique considérable, en Guadeloupe, et qui a eu un impact considérable sur la vie politique en Guadeloupe. Papa Félix, comme on l'a appelé à une époque aussi. Ça a été intéressant, selon nous, de montrer tout simplement,
j'ai pas envie d'employer le terme dépoussiérer, même si c'est un peu ça, mais sortir un peu, ouvrir les archives sur le tout public et prendre une personnalité emblématique comme Félix Eboué, c'était pour nous important pour attirer vraiment les Guadeloupéens, les pousser à vraiment à s'intéresser davantage encore à la culture, à notre histoire et à des personnalités emblématiques comme Félix Eboué. Une réaction rapide d'André Jean-Vidal avant qu'on se quitte. Une réaction rapide, oui, pour dire que vraiment cet ouvrage est exceptionnel, une iconographie impressionnante, Je le trouve vraiment aussi, un travail de vrai. recherche Très bon travail de René Bellémy, excellent. il faut le dire. Et moi je vous engage à en faire d'autres comme ça, parce que vous avez un fonds d'archives qui est exceptionnel aussi, il faut le dire. Et d'images, et il faut vraiment, moi j'ai vu Candace, j'ai vu d'autres personnages que je n'avais jamais vus en photo. Et puis la qualité aussi des photos. Une galerie des portraits, Non, mais il faut le dire, hein, la qualité des photos de l'ouvrage. Oui, mais voilà. c'est abordable, c'est Ça ne coûte que 17 €. Hein. Ça ne coûte que 17 Donc, financé €. par le Conseil général. Bien. C'est un ouvrage financé par le Conseil général. Bien. Ben, écoutez, je crois que l'émission touche à sa fin. On vous remercie d'être venu. On engage nos amis à être là mercredi prochain. Pour... Je remarque juste sans t'interrompre que André Jean-Vidal n'a pas réagi sur Marx. On a le temps. Rapidement, une seconde. Alors, Marx. L'homme de l'année selon le parti. Là, vous montrez, mon cher, les vœux du président du Conseil général. Marx n'est-il pas un alibi? Oui, je ne sais pas, c'est une question. Je ne sais pas, mais c'est la question que je pose, Marx n'est-il pas, tout simplement. L'alibi. Le PCG répondra sûrement demain. Avec plaisir, moi j'attends la réponse avec impatience. D'accord. Bien, ben, on va se quitter là sur ça. On se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle édition. Nous avons comme invité Véronique Magnalin de Air Caraïbes et Ronnie Nabal, qu'on connaît déjà, qui a été à la une, à Média Cortex. Et nos amis. GTV aussi, la GTV. On retrouvera Florence pour la revue de la presse deuxième édition. On aura une nouvelle étudiante de BTS et surtout ceux qui n'ont pas encore joué au quiz d'actu Caraïbes Creole Newsmag. Profitez. Il reste encore 2 semaines pour gagner des iPads, un voyage à Miami et bien d'autres choses. Merci d'être avec nous. On remercie l'équipe de Caraïbes 4 Media qui m'aide à préparer cette émission. Mon webmaster qui est derrière la vitre avec Maxime. Et tous ces gens-là, on se retrouve mercredi prochain. Salut!